Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il y a 50 ans disparaissait Kurt Hahn, un des pédagogues les plus inspirants du XXe siècle, pas forcément le plus connu en France. Il a pourtant laissé en héritage un réseau d'écoles pas comme les autres. UWC, invité du Grand Oral, la présidente d'UWC France, Béatrice Trébaol. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, commémoration et programme d'histoire. C'est demain le 11 novembre et Cécile reviendra sur l'histoire de l'armistice de 1918. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, récré festive et bretonne autour des fest-noz, ces fêtes traditionnelles qui font désormais partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et puis rendez-vous enfin comme tous les vendredis avec Célie Luton, dont nous poncerons les portes de la librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. En cette époque de tension, de haine au niveau national et international, on s'offre une bulle d'espoir dans la quotidienne autour d'un réseau d'écoles unique au monde, celui d'UWC. 18 écoles et collèges répartis sur 4 continents et qui accueillent plus de 10 000 élèves. Béatrice Trébaol, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'UWC France. Alors je dis UWC parce qu'on est en France, mais je devrais dire UWC pour United World Colleges, puisqu'on va, il s'agit d'un réseau international. Alors on va évidemment décrire en quoi consiste ce réseau. Je voudrais commencer par l'humain, parce qu'il est au cœur du projet d'UWC. Vous-même, vous avez découvert ce réseau en tant que maman d'Alix, qui il y a quelques années est partie au Costa Rica pendant 2 ans dans ce cadre. Racontez-nous Alix avant, Alix après. C'est une vaste question, on pourrait y passer. On va y passer toute l'émission si vous voulez. Alix, spécial Alix. Je dirais, Alix avant, c'était une jeune fille tout à fait intéressante, sportive, qui aimait beaucoup de choses, qui aimait la vie. Et on avait vécu un petit peu à l'étranger, donc elle commençait à être intéressée un peu par l'international, mais sans plus, voilà. Et s'est présentée cette opportunité incroyable quand elle avait 13 ans. Elle a entendu parler de UWC. Ah, c'est elle qui en entend parler en premier. C'est elle qui en a entendu parler. Et elle s'est dit, mais papa, maman, mais c'est quoi ce truc? Et nous, on a regardé le site et on s'est dit, mais c'est une secte ou quoi? Et en fait, finalement, elle a réussi à nous convaincre. Et je pense que le mouvement aussi nous a convaincus. Et Alix est devenue une citoyenne du monde aujourd'hui. Un peu comme le monde, c'est ses amis. C'est pas les choses qu'on voit à la télé. C'est vraiment le vécu, les enjeux du monde sont ces enjeux à elle, personnellement, qu'elle vit à travers ses amis. Et vous avez dit que cette expérience, elle vous a changé, vous aussi, ainsi que votre mari? Absolument. En fait, ça transforme un peu tout le monde parce qu'elle rentre à Noël, elle rentre pendant les grandes vacances. On ne la voit pas beaucoup. On ne la voit pas beaucoup, mais quand on la voit, on va dire qu'elle nous remet en question sur nos propres convictions, puisqu'elle-même a fait évoluer les siennes au contact de celles des autres. Par exemple, j'ai un exemple un peu type, je ne suis pas sûre que ses grands-parents apprécieront beaucoup, mais mon beau-frère... Vous éteignez. Voilà. Papy, mamie, vous enlevez le son, 2 minutes, vous restez avec nous évidemment. Mon beau-frère étant gay depuis très longtemps, et ce n'était pas forcément quelque chose de très accepté par la génération du dessus de la mienne, donc mes beaux-parents en l'occurrence. Et Alix, du haut de ses 17 ans à Noël, a dit « mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas ne pas accepter l'ami de Loïc, c'est vraiment incroyable, vous êtes complètement ringard. » Et depuis, il est invité. Ah bah alors c'est plutôt bien. Et donc globalement, je trouve que c'est un impact extrêmement positif sur toute la famille, y compris mes grands-parents. Donc grande ouverture d'esprit, voilà. et découverte d'autrui. L'objectif d'UWC, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes dit au premier abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas une secte? C'est la transformation humaine. Donc c'est vrai, quand on voit transformation humaine, on se dit waouh. Oui, exactement. En fait, on est transformé à un âge, en fait, de 16 à 18 ans, les jeunes étudient dans des lycées UWC en présence de jeunes du monde entier, mais aussi avec une énorme diversité sociale. Donc c'est la plus grande diversité qu'on puisse trouver au quotidien à l'âge de 16 ans, alors même qu'on n'est pas complètement, disons, éduqué, ou même, j'allais dire, stabilisé dans la vie. Et donc c'est à ce moment-là que ça devient très transformationnel, transformatif. On se transforme au contact des autres, en vivant avec les autres. On va en parler de cette diversité, notamment de la diversité sociale, parce qu'il y a un sujet argent qui est quand même assez important. Les bases de UWC, je le disais, elles ont été posées par un pédagogue juif allemand, Kurt Hahn. Oui, Kurt Hahn est le fondateur de la pédagogie par l'expérience, qui est une pédagogie extrêmement présente à United World College. Donc globalement, on va faire appel à le sens de l'initiative et le modèle par les autres, bien sûr, aussi l'action, l'activité. Donc c'est par l'action qu'on va pouvoir apprendre et pas seulement par la théorie. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. C'est quelqu'un qui a fondé sa pédagogie sur la confiance
confiance dans les jeunes. Donc à 16 ans, qu'on fasse confiance, c'est rare. Premier lycée ouvert en 1962. Voilà. Vous l'avez visité ou pas? Non, moi je l'ai pas. Il faut que vous y alliez, hein, parce que si j'ai bien compris, c'est dans un château du XIIe siècle sur la côte sud du Pays de Galles au Royaume-Uni. Absolument. C'est Poudlard, quoi. Oui, tout à fait. Hein, il y a un petit côté... Et ces préceptes reposaient sur 6 déclins de la jeunesse moderne, étonnamment actuels. Je les liste, hein, vous ne les avez pas forcément par cœur. Déclin de la forme physique à cause des moyens modernes de locomotion. On parle de ça, c'était il y a un siècle. Oui. On peut dire que tout ça a continué. Déclin de l'initiative et de l'entreprise. Alors ça, il y répond, vous l'avez dit, par toute une pédagogie de l'action. Absolument. Déclin de la mémoire et de l'imagination à cause de l'agitation confuse de la vie moderne. Oui, bah ça, c'est les arts, en fait, qui sont très présents ça fait partie, un groupe de matières très présent dans l'approche de l'IB. Déclin de l'habileté et du soin à cause de l'affaiblissement de la tradition du travail artisanal. Oui, exactement. On fabrique beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup d'arts présents. D'ailleurs, c'est dans le curriculum de l'IB en général qu'il y a les arts. Le baccalauréat international, voilà. Hein, qui est ce que les élèves passent à la fin. Absolument. Et dans l'IB, il y a un groupe de matières, les arts, sur les 6 groupes de matières qui existent. Donc, c'est déjà une matière à part entière qu'on n'est pas obligé de prendre, mais qu'on a le choix de prendre. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le CAS créativité, action, service. Créativité, ce sont les arts. Et ça fait partie intégrante du curriculum. On va continuer avec ce curriculum, basé donc sur ce que Courtade identifiait comme des déclins de la jeunesse à son époque. Je vous donne une citation qui pourrait être celle de l'objectif du réseau WC, je ne sais pas si vous la connaissez. Faire entrer en relation quelques-unes des intelligences qui sont l'espoir de demain et les amener ainsi à s'apercevoir que les hommes, malgré la diversité de leurs origines et des traditions qui les ont formés, ne sont pas si différents les uns. Bien sûr. Ça vous plaît, ça? Oui. Eh bien, c'était un peu avant. C'est André Honorat, et c'est juste après la Première Guerre mondiale. Et c'est un texte au moment de la création de la Cité internationale de Paris. D'accord. Cité universitaire internationale. Il y avait déjà cette idée de réunir des gens du monde entier pour faire une humanité un peu plus sympathique. On parle donc utopie éducative, et on retrouve Béatrice Trébaol après l'Anti-Sèche. Bonjour Cécile. Bonjour Emmanuel. Demain, nous sommes samedi. Pour celles et ceux qui travaillent le samedi, jour férié, 11 novembre, date de la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale, dont vous nous parlez aujourd'hui. Oui, nous commémorons demain la signature de l'armistice de 1918 au lendemain de la Grande Guerre, mettant fin ainsi à 4 années de conflit, un conflit dont le bilan est lourd, je le rappelle, 18,6 millions de morts, dont 8 millions de civils et des millions d'invalides et de mutilés. Mais en réalité, la sortie de guerre est actée beaucoup plus tard, le 28 juin 1919. Donc je vous ai... Oui. Étonnement. J'ouvre de grands yeux esbaudis. Quel acteur. Je vous explique. Le 11 novembre, ce qui est signé à Compiègne entre l'Allemagne et les forces alliées, c'est-à-dire la France, les États-Unis et l'Angleterre, c'est pas exactement la fin de la guerre. Il faut dire que ce qui est signé dans un wagon de train à Compiègne, on s'en souvient, on a choisi un train à Compiègne comme ça pour rester discret, pour pas humilier trop l'Allemagne qui, je le rappelle, l'Allemagne a capitulé. En septembre 1918, la situation devient catastrophique sur tous les fronts pour les Allemands. Et c'est donc Erich Ludendorff, alors général en chef de l'armée allemande, qui demande de suspendre les combats. Et c'est ce qui se passe le 11 novembre, car en réalité, il s'agit d'une suspension provisoire des combats pour une durée de 36 jours. Et vous l'avez compris, suspension qui va être reconduite à plusieurs reprises jusqu'à ce 28 juin 1919, ce qui est le jour en réalité de la signature des traités de Versailles, qui actent la sortie de la guerre. Mais effectivement, après le 11 novembre, en fait, il y a plus de combat. On ne se bat plus. Bon, c'est pas seulement une journée de commémoration de la victoire, ça s'est imposé très vite, et ça a été une volonté des gouvernements français à ce moment-là, comme une journée pour rendre hommage à ceux qui étaient et celles qui étaient morts pour la France. Surtout parce que ça restait une guerre surtout de l'armée. Oui, c'est du moins ce que stipule la loi du 28 février 2012, mais dès le début, le 11 novembre apparaît comme la journée pour rendre hommage aux soldats tombés pour la France, plus que comme une journée pour commémorer la victoire. Pourquoi? Alors on décide d'inhumer un soldat inconnu pour en faire le symbole de tous ceux morts au combat. C'est une idée qui a commencé à germer en 1916 et le 11 novembre 1920, première cérémonie sous l'Arc de Triomphe avec cette tombe du soldat inconnu. En réalité, 8 corps de soldats non identifiés avaient été rapatriés pour l'occasion, et c'est le 6e cercueil qui a été choisi pour rester à Paris. Alors c'est un jeune soldat de 21 ans qui s'appelle Augustin Tin qui a été désigné pour choisir le cercueil. Les 7 autres ont été enterrés à Verdun, et à partir de ce jour en 1901, ce 11 novembre va devenir le jour du souvenir. Par la suite, les anciens combattants insistent pour que le Parlement déclare le 11 novembre comme fête nationale, ce qui est fait le 24 octobre 1922. Pour la petite histoire, la flamme du soldat inconnu à côté de la tombe, de quand? Eh ben,
ça date de 1923. C'est sur l'idée d'un journaliste qui s'appelle Gabriel Boissy qui a suggéré, je cite, qu'une flamme du souvenir veille jour et nuit sur la tombe afin d'éviter que ce tombeau ne sombre dans l'oubli. Elle est rallumée tous les jours à 18h30. Et chaque 11 novembre, chaque année, le président de la République, c'est la tradition, dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Pendant longtemps, jusqu'à tout récemment, il était accompagné par des vétérans de la guerre, les poilus. Oui, mais alors, ça, c'est fini. Alors cette année, effectivement, le président Macron, il est attendu, voilà. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de poilus, puisque le dernier encore en vie, qui s'appelait Lazare Ponticelli, s'est éteint le 12 mars 2008. Et cette petite nouveauté cette année, du côté de Meaux. Oui, alors le 11 novembre, à l'occasion du 11 novembre, le musée de la Grande Guerre à Meaux, donc le plus grand musée d'Europe consacré à 14-18, inaugurera l'installation de 2 wagons qui furent utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Et puis il y aura plein de festivités, etc. Vous imaginez bien. Formidable, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Avec l'accent breton. Oui, vous êtes prête? Ok, super. Grand oral, Béatrice Trébal. Contribuer à un monde plus pacifique et durable, c'est ce qui anime Béatrice Trébal, présidente du WC, je devrais dire UWC, hein, ça sonne mieux, UWC France, réseau unique de lycées où des jeunes du monde entier préparent le baccalauréat international. Je faisais la liste juste avant l'anti-sèche d'un certain nombre de problèmes qu'avait identifié le fondateur de ce réseau d'écoles, Kurt Hahn. On est quoi? On est dans les années 60. Oui, tout à fait. Et c'est extraordinairement contemporain. Alors, je poursuis. Lui parlait du déclin de la maîtrise de soi à cause de la disponibilité permanente de stimulants et tranquillisants, en gros de drogue. Là aussi, on est en plein dans l'actualité. Oui, effectivement. Effectivement. Après, je ne sais pas quoi répondre à ça sur l'histoire des drogues. Chez nous, c'est interdit, évidemment. C'est ça, oui. Non, ils sont... Même l'alcool, d'ailleurs. Parce que j'ai vu un reportage... il y a un code de conduite. C'est à 8 TF1 qui a fait un reportage justement sur le lycée où on voit les fêtes. Ils ont l'air de s'amuser malgré tout. Déclin de la compassion enfin à cause de la hâte malvenue avec laquelle la vie moderne est menée, ou comme l'appelait William Temple, de la mort spirituelle, dit-il. Mais là, on rejoint vraiment ce que vous nous expliquez, c'est l'expérience transformatrice. Beaucoup d'entraînement physique. Beaucoup de sport. Oui, il y a pas mal de sport. Le sport fait partie du S de CAS dont je parlais tout à l'heure, donc créativité, action, service. Pardon, ça c'est le service, c'est l'action, pardon, le sport. En fait, tous les campus ont plus ou moins des installations sportives, soit dans le campus, soit à côté. Et effectivement, ça fait partie à part entière du modèle éducatif. Mais j'allais dire, je pense que dans le bac en France, on a également une matière qui s'appelle sport. C'est juste que c'est plus facile. Mais là, on est oui, voilà, parce qu'ils sont en internat, le terrain est à portée de main. C'est une activité quand même. Et chacun peut apporter aussi son sport. Des choses qui ne sont pas pratiquées dans le campus peuvent être générées à l'initiative des élèves qui apportent cette compétence. Selon l'implantation également de l'école, souvent c'est dans des lieux assez beaux quand même, il faut dire les choses. Mais les expériences qui sont proposées aux élèves varient. Par exemple, au Costa Rica, il y a des cours de sciences de la vie et de la terre dans la jungle. Parce que c'est là un peu le pays de la biodiversité, des domaines un peu protégés. Et donc c'est un sujet qui c'est un peu la couleur du Costa Rica, c'est vraiment d'aller chercher, par exemple en cours de SVT, ma fille elle allait protéger les tortues sur la plage des prédateurs, alors que les œufs des tortues plutôt en tout cas, parce que sinon ils allaient être mangés par les prédateurs. Voilà, et ça faisait... C'est vraiment du concret. C'est du concret et ça faisait vraiment partie du cours. Le secourisme, on apprend aussi, il y a une philosophie, il y a l'idée que afin d'agir et de faire la différence à petite ou à grande échelle, il faut se montrer audacieux, donner l'exemple, se mettre au service des autres aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est le S du CAS dont je parlais tout à l'heure. Et le S, c'est donc le service à la communauté, donc soit autour du campus. Par exemple, le campus américain, à côté, il y a une prison pour mineurs. Et beaucoup de jeunes vont faire leur S de service en allant à la prison d'Albuquerque, qui est à côté de Montezuma, où est situé le campus des États-Unis, au Nouveau-Mexique. Et c'est ça leur casse. Ou en Bosnie-Herzégovine, il y a un camp de réfugiés à côté, à proximité. Et donc, ils sont très liés par du service autour de ce camp de réfugiés. Et donc ça, c'est évidemment extrêmement transformateur comme expérience. Internat, garçon-fille séparés ? Oui. Des dortoirs pour chacun. Oui, mais, des étages. Ou des étages, mais en revanche, une foultitude d'activités pour que tout le monde se rencontre. Enfin, je veux dire, ça n'arrête pas. C'est vraiment du tout le temps, en fait. Ce qu'on leur dit à nos jeunes, c'est sachez dire non.
parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Il y a toujours des conversations incroyables qui vont vous transporter à des années-lumière de vos croyances d'origine. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et comme ces jeunes sont un peu sélectionnés sur leur curiosité intellectuelle, forcément, ça amène des débats à n'en plus finir et des situations toujours intéressantes, en fait. Bon, et on va en parler évidemment de la façon dont ils sont sélectionnés, parce que ça peut faire envie, ça peut faire rêver. C'est pas évident non plus que d'entrer dans une des écoles du réseau UWC, créée donc par Kurt Hahn, qui fut le maître à penser du prince Philippe. Ce que vous savez, si vous avez vu la saison 2 de The Crown, parce que vous le voyez, Kurt Hahn qui est mort il y a tout juste 50 ans, après avoir initié donc ce réseau UWC dont on parle aujourd'hui avec Béatrice Trébaol. Il y a des récrés, j'imagine une grande récré en fait, les 2 ans de UWC. Bon, nous on a une petite récré, mais c'est une récré très qualitative. Très active aussi, vous allez voir, il faut savoir dire non. Et je dis oui à la récré avec Cécile. Ça va tout à l'heure? Un slogan, oui. Vous allez nous parler de Fest-Noz. Oui. On l'honneur un peu de notre invité, c'est un clin d'œil parce qu'elle habite en Bretagne, c'est ça qui vous a donné l'idée? Oui, c'est ça qui m'a donné l'idée. Vous avez révisé, vous avez dit tiens. Je vais faire plaisir à notre invité. Alors, le Fest-Noz, oh là là, le Fest-Noz fait partie depuis 2012, vous l'avez dit tout à l'heure, du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Rien que cela, et ça fait des siècles que ça existe. Alors, il faut savoir que... Ça veut dire quoi Fest-Noz déjà? Il y a Fest-Noz, c'est fête de nuit. Donc, il y a fête de jour, Festez. Eh bien oui, forcément. Voilà, c'est tout. Vous avez un très bon accent breton, vous avez révisé? Oui, j'ai un peu bossé. Okay, avant les années 30, donc, dans la société rurale bretonne, les paysans se regroupent après les grands travaux agricoles. C'est l'occasion de discuter, de boire, de manger et donc de danser. Généralement des danses collectives. Alors, ensuite, l'Église, il met un petit peu son grain de sel, essaye de les interdire car ils sont jugés indécents. Des hommes et des femmes, vous rendez-vous compte, se tiennent par le petit doigt quand même, ce n'est pas rien. Puis vient la Seconde Guerre mondiale, plus de Fest-Noz, puisque les nazis interdisent toutes sortes de balles. Et le Fest-Noz, oh mon Dieu, commence à refaire une apparition au milieu des années 50 pour ensuite peu à peu regagner du terrain. Et je dois dire jusqu'à devenir un petit peu tendance. Complètement. Pas jusqu'à. Qu'est-ce qu'on danse d'ailleurs? Ni le rock ni la valse, au fond. On danse des danses traditionnelles. On danse des danses traditionnelles. Il existe une centaine, notamment. Alors, j'ai noté les gavottes, l'andro, l'anterdro, le laridé. Petite démo, là. Petite démo. Non, on va rester assis. D'accord, dommage. Alors, vous avez l'andro. Tous les danseurs dansent en cercle en se tenant le petit doigt. La fameuse danse dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, à l'époque, dans les années 20, il fallait mettre un mouchoir pour pas se toucher. Voilà. On a la gavotte. On se tient toujours en cercle. Et là, on fait 2 pas en avant, 2 pas sur le côté, etc. Mais attention, c'est un peu technique parce que sur certains pas, on cadence avec 3 petits pas. Oui, voilà. Donc si ça vous intéresse... On peut prendre des cours. On peut prendre des cours. À Paris, il y a la Mission Bretonne qui en propose. Et puis, vous pouvez aller sur le site... alors là, www.tam-braise.BZH. La liste des cours proposés en Bretagne, par exemple, vous pouvez suivre un stage de danse de Fest-Noz le 12 novembre à Baden ou encore le 18 novembre à Nantes. Vous pouvez vous initier à la bourrée. Vous n'avez pas besoin de leçons. Non, vous non plus. C'est ça par cœur. Pas du tout. Ça va. Bon, extraordinaire. Et ça se danse tout ça sur de la musique bretonne, évidemment. Bien sûr, avec de la clarinette, du violon et l'accordéon. Et ouais. Il y a même un festival à Rennes qui fait la part belle au Fest-Noz. Là, en ce moment. En ce moment, c'est jusqu'au 18 novembre à Rennes. Donc, vous l'avez dit, se tient le festival Yawank, qui veut dire, Yawank, ça veut dire jeune en breton. C'est un festival qui dure 15 jours avec des projections, des concerts, du théâtre, évidemment des initiations à la danse et qui se clôture au parc des Expos à Rennes par le plus grand Fest-Noz au monde, j'ai envie de dire. L'année dernière, ça a attiré quand même pas moins de 8000 danseurs. Et voilà, et j'ai bien compris, vous en serez. Kenavo, Emmanuel. Kenavo, Cécile. Voilà. Je dis oui à la récré, mais je dis oui aussi au grand oral, Béatrice Trébaol. Je considère la tâche de l'éducation comme primordiale afin d'assurer la survie des qualités suivantes. Une curiosité débordante, vous l'avez dit, un esprit tenace, une recherche infatigable, le renoncement à soi-même, savoir dire non, et puis surtout la compassion envers les autres. Fin de citation de Kurt Hahn, le fondateur de UWC, il faut que je choisisse entre le français et l'anglais, de UWC dont on parle avec la présidente de son antenne française, Béatrice Trébaol. Alors, vous l'avez dit, c'est quand même sélectif, vous aimez dire que vous êtes sélectif, mais pas élitiste. Exactement. Il y a quand même quelques témoignages d'élèves sur votre site internet, ils sont tous super bons élèves, sportifs de haut niveau,
ils ont sauvé des vies, ils parlent anglais couramment. Enfin, c'est quand même, il y a... Non, me faites pas non, j'ai regardé. L'anglais n'est pas du tout un critère de sélection, absolument pas. Pourtant, ils ont intérêt, tout se passe en anglais. Oui, bien sûr, mais en réalité, c'est la langue de survie sur nos campus, donc on devient très vite à l'aise, absolument. Okay. Au niveau études, c'est plutôt au bout de 2 mois, mais après, c'est fini. Hein. Donc, c'est pas vraiment un problème. Non, notre critère, en dehors des critères académiques, et ça, c'est bien normal, évidemment, puisqu'on ne veut pas les envoyer à l'échec scolaire. Voilà. Or, le bac international n'est pas facile, donc c'est un bon niveau. Donc, il faut qu'ils aient le niveau pour réussir leur IB, mais c'est surtout sur l'engagement. Donc, en fait, on cherche des jeunes qui ont un potentiel d'engagement, puisqu'on a envie d'avoir des jeunes qui soient acteurs du monde dans lequel ils vont vivre après UWC, et pouvoir y contribuer positivement. Donc pour ça, il faut qu'ils aient en eux des graines d'engagement. Donc ça peut être des passions. Donc s'ils ont des selfies d'eux dans les manifs pour le climat, etc., tout ça c'est bien, on le met dans le dossier. S'ils participent de façon sincère et avec envie d'améliorer la planète, oui, bien sûr. Si c'est du fake, non, évidemment. Évidemment. Et tout ça parce que la scolarité coûte cher. C'est pour ça que je retenais, quand vous parliez de diversité sociale, c'est quand même pour 2 ans 36 000 €. Sans compter la vie quotidienne sur place, alors qu'il n'est pas forcément aussi cher selon qu'on est en Angleterre, en Hollande, aux États-Unis ou ailleurs. Mais c'est pas évident. Mais alors, vous avez un système de bourse. Oui. Alors déjà, les coûts de nos internats sont très variables suivant les pays, et c'est bien normal. Vous l'avez dit, les coûts de la vie sont différents. Mais c'est surtout qu'ils sont en internat complet. Donc déjà, ils intègrent tout... En fait, c'est du 100%. Ils sont pris en charge à 100% dans nos écoles. Mais l'argent ne doit jamais être un frein. 9 étudiants sur 10 à UWC, ou presque, 86%, sont boursiers. Donc mais à des niveaux tout à fait différents. On a 5% de nos corpus d'étudiants qui sont d'origine réfugiée ou déplacée. Donc ceux-là, ils ont moins que rien. Ils ont forcément 100%, voire plus. C'est-à-dire qu'on va leur offrir le billet d'avion, on va les aider avec un ordinateur, éventuellement les habiller. Donc voilà, eux, ceux-là, vraiment, c'est, on va dire, l'échelle matérielle complètement démunie, on va dire. 14% de nos jeunes payent tout, donc eux, ils vont très bien, merci. Et entre les deux extrêmes, on a toutes les strates. Donc en fait, on accompagne sur mesure les familles, ce qui fait que l'argent n'entre pas en ligne de compte dans la sélection. Et ça, c'est très rare dans les écoles internationales. Donc on tente sa chance, quoi qu'il arrive, même si on dit on n'y arrivera jamais, tout ça est absolument hors de prix. L'argent ne sera pas un problème, nous faisons en sorte que ça ne le soit pas. Vous levez des fonds, j'imagine, pour financer. Il y a des grands donateurs, donc vous faites des... Oui, les collèges eux-mêmes lèvent des fonds auprès de grands donateurs sur place dans les pays. Et nous-mêmes, comités nationaux, donc moi je préside le comité United World College France, moi-même, nous levons également des fonds auprès de nos anciens élèves, auprès des parents, on essaye aussi auprès d'entreprises ou de fondations, pour pouvoir accompagner à hauteur de leurs besoins chaque famille. Les anciens élèves, vous avez un réseau on dit d'alumni en bon français, c'est du latin au départ, mais d'anciens élèves. Il y a des parcours absolument extraordinaires. J'ai vu que vous aviez un évêque, l'évêque de Cork, mais il y a aussi un astronaute japonais. Oui, tout à fait. En fait, ils vont dans tous les domaines. Oui, absolument. En fait, je pense que nos jeunes, UWC ne leur ferme pas de porte. Donc, ils ont déjà des profils en arrivant chez nous et des aspirations, mais on va plutôt décupler ce potentiel qu'ils ont en eux que de faire le contraire. Évidemment. Donc, c'est un grand shoot de confiance, quoi. Absolument. Et c'est vrai que c'est l'école de la confiance en soi, UWC. Pour être à l'aise avec l'autre dans sa différence, il faut déjà se connaître soi-même. Ouais. Ils ont quand même peut-être des petits moments de solitude. Ils sont accompagnés sur place par des adultes qui sont, des adultes responsables. Oui, voilà. Je ne sais pas comment j'allais dire des CPE, mais c'est pas vraiment des CPE, c'est des. Non, ce sont souvent des professeurs ou des profs, qui vivent dans les résidences avec leur famille et qui sont là aussi pour que ça se passe bien dans la résidence. Ils ont également c'est un peu eux que les élèves vont voir qu'en cas de. Absolument. De mais on a aussi de chez moi, et nous, à UWC France, on a aussi un système d'anges gardiens avec des jeunes anciens élèves qui viennent de terminer UWC, qui se rappellent de leur moment de solitude et qui sont là en fait pour les accompagner en cas de coup dur. Et réseau implanté il y a 18 écoles, hein, oui, 18 et collèges, donc 18 pays, 4 continents. En revanche, des comités dans 150 pays. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que des jeunes de ces 18 pays qui ont droit de rentrer dans UWC. C'est vraiment ouvert au monde entier. Sinon la diversité sociale internationale serait limitée quand même. On a 159 pays qui sélectionnent dans la culture locale, et ça c'est très important pour comprendre la personnalité et le potentiel d'un jeune. Il faut le sélectionner dans sa culture. Et donc un peu plus de 150 pays sélectionnent les jeunes et les envoient dans les 18 collèges.
Allez, on termine avec cette citation de Kurt Hahn. Il existe 3 manières de convaincre la jeunesse. L'une d'elles est de leur prêcher la bonne parole, mais je crains qu'il s'agisse d'un hameçon sans appât. Et ça fait vraiment mal. La deuxième est de les contraindre, de leur dire « vous devez vous porter volontaire ». Visiblement, ils considéraient que ça ne marchait pas. Et la troisième, dit-il, est un appel irrésistible qui consiste à leur dire « nous avons besoin de vous ». C'est un peu l'appel qu'ils entendent. C'est vrai que ça a ce petit côté, vu de loin, on imagine qu'on se dit un peu où est-ce qu'on met les pieds. Mais en fait, testé, certifié, depuis ça change longtemps. des vies. Absolument. Et par vous-même et par Alix. Vous restez avec nous. On va pousser les portes d'une librairie absolument formidable qui est la librairie de Célie, à laquelle la non moins formidable Cécile va céder sa place. Évidemment. La librairie Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Une Bonjour. exception aujourd'hui. Oui, un livre. Au lieu de présenter 3 livres, Oui. un livre, un Oui. seul. Mais quel livre? Le Paradis des chats de Timothée Levéel et Émile. Émile Zola, Le seul dont Émile. j'ignorais totalement. Alors racontez-nous tout ça. Alors, Le Paradis des chats, c'est un conte qui a été publié dans les nouveaux contes à Ninon, mais dont la petite histoire, la petite anecdote, c'est qu'il a été publié un 1er novembre dans La Tribune. Et ça, c'était en 1800, attendez que je ne me trompe 74. pas, 74 dans les contes à Ninon, Ah 1868. oui, 68 dans la tribune. Dans la presse, exactement. Zola était un petit peu contrarié, tellement admirateur de l'œuvre de Champfleury, notamment l'ouvrage Les chats. Il avait voulu être choisi pour faire la critique. Ça n'a pas été le cas. Et il a écrit ce conte. Zola adorait les chats. Il a fait même des concours félins. Et ce petit conte, aussi court que malicieux, raconte l'histoire d'un chat angora bien dodu, qui s'ennuie, On qui est va- trop on va le confortable. montrer. Il ne mange que de la viande. C'est Mais dites, terrible. là on est dans la chambre du Exactement. chat. Pourquoi il y a Babar? Ça existait déjà à l'époque? Non, pas encore. Petit anachronisme, Oh. trait de génie, ce que vous voulez. Un petit clin d'œil de l'illustrateur. Oui. Et il va vouloir Mais découvrir effectivement, la un chat, je vais liberté. vous montrer le chat parce qu'il est extraordinaire. Regardez. Mais il est drôle, il est un peu patapouf, mais il veut découvrir la liberté, la vraie liberté. Il veut sortir, croquer la vie à pleines dents, découvrir des chats libres. Et oh bah oui, mais bon, la liberté, d'accord. Hein. Mais dès le moment où le ventre fait des petits gargouillis, il va vouloir rentrer chez lui. Oui, enfin, quand même, non, parce qu'il vit quand même quelques aventures. Il rencontre Oui, une mais bande. une journée, hein. Une journée. Une journée où il va Il tombe découvrir, un voilà. petit peu amoureux. il y Ça a va un être crush. son mentor d'une journée, le chat libre par définition, à qui même notre petit patapouf pantouflard va nous dire « Mais viens avec moi, ma maîtresse va t'adopter aussi et on sera heureux. » Il fait. C'est remarquablement bien écrit, évidemment, c'est du Zola. Et c'est toujours bien écrit, c'est le même style. C'est pour ça que j'aime autant le dessin de Timothée Levéel dans cet album, parce que c'est avec grâce et élégance qu'il a retranscrit le style vif, direct et court de Zola, sans franfreluche à chaque fois. Mais c'est drôle, c'est malicieux. Et on oublie toujours ce trait chez Zola. Ouais, c'est vrai que c'est super écrit. Ah, c'est- que le mou de votre tante, le mou, c'est ce qu'il mangeait, hein, que le mou de votre tante était loin. Je bus aux gouttières et jamais les sucrés ne m'avaient semblé si doux. Tout me parut bon et beau. Une chatte passa, une ravissante chatte dont la vue m'emplit une émotion inconnue. Sublime. Bon, il va finir. Timothée Levéel, un mot sur cet illustrateur. J'ai Alors, montré quelques oui. pages, c'est très beau. C'est unique, c'est son seul album. Le premier publié en 2018, c'était Le Renard Blanc, toujours mais plus à l'aquarelle. Le deuxième au crayonné gris, c'était Le Lièvre et les Lapins, dont on a déjà C'est parlé. superbe, on en avait parlé ici. Oui, et le troisième, donc avec Émile Zola. Et si vous aimez ces dessins, vous pouvez aller au magasin de Beaux-Arts historiques Quai Voltaire, où il y aura une vitrine spéciale avec tous les originaux de Timothée. Super. Oui, Quelques mots aussi au sujet de donner à lire. Hein. oui. Alors ça, c'est une très belle opération, donc chapeautée par François Bunel et le Secours populaire chaque année Et pendant c'est là, un c'est mois. maintenant. Voilà. C'est en ce moment, oui, ça va bientôt se terminer, mais il est jamais trop tard. À chaque client que je rencontre dans la librairie, je lui propose, s'il le souhaite, d'ajouter un livre de son choix. Moi, je prépare toujours une sélection, mais on est libre. Et nous allons garder le livre acheté par notre client et le donner au Secours populaire qui, lui, le transmettra à son tour à un enfant qui a trop peu ou pas du tout de livres dans sa maison. 600 librairies mobilisées, Exactement. 16 000 ouvrages Oui. offerts l'année dernière pour des enfants ça. accompagnés par le Secours populaire. C'est génial. On espère Bon, que ça va faudra le encore refaire, le marcher paradis cette des année. chats. J'espère. Le paradis. Oui, c'est ça, Oui, le paradis des chats. Le paradis des chats. Je vous le donne en mille, c'est quoi le paradis des chats, hein? C'est un gros coussin
avec Oui. un petit Et comme bon morceau cela de bidoche. disait, le chat est le seul animal domestique à avoir accepté l'humain sans perdre sa personnalité. Ça, c'est rien de le dire. Merci beaucoup, Célie, Béatrice Réval. Merci beaucoup. Vous voulez en savoir plus sur UWC? Le 16 novembre, il y a des journées portes ouvertes. C'est à Paris, au 30 rue Saint-Placide. Et le 23 novembre, la même, mais en version webinaire. Vous allez sur le site internet et vous découvrez comment, en 2 années, dans une de ces écoles situées absolument dans le monde entier, on prépare le baccalauréat international dans des conditions assez extraordinaires. Et donc, vous ne vous censurez pas. Il y a des systèmes d'aide, même si ça coûte effectivement très très cher quand on paye 100%, mais tout le monde ne paye pas 100%. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Taï Sayad et Mafrari en régie, à la préparation de l'émission Marine Plantec, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Romain Luc pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur les réseaux sociaux.